La présentation s'articulera autour du plan suivant. Nous verrons d'abord la prescription objet de notre analyse, puis nous passerons à l'algorithme de validation de l'ordonnance. Le premier point de la méthodologie qui est la recevabilité de l'ordonnance. Le second point est relatif à l'analyse du ou des dispositifs médicaux. Puis le troisième point qui est l'analyse des spécialités. En 4, l'analyse globale de la prescription avec le but thérapeutique recherché, les associations médicamenteuses bénéfiques éventuelles, la recherche d'éventuelles interactions médicamenteuses, de contre-indications, puis la validation de posologie. Les actes réglementaires de délivrance, avec l'inscription sur l'ordonnancier, le cas des produits psychotropes, les conditions particulières de remboursement, CPR, selon la terminologie de la sécurité sociale. Enfin, les conseils associés à la délivrance. Voici l'ordonnance, objet de notre étude. Nous l'avons rendue anonyme. L'entête et la griffe en bas à droite mentionnent qu'il s'agit d'un médecin spécialiste en cardiologie. Nous avons procédé à une retranscription dactylographiée de la prescription. Nous pouvons lire Dilacard 6,25, un demi-comprimé 2 fois x2 par jour, 8h, 20h. La Zilix comprimé 40, un demi-comprimé x2, 8h, 20h. Triatec 10, un comprimé 8h. Aldactone 75, un tiers de comprimé 20h. Taor 20, un comprimé 20h. Traitement de 3 mois. Certains éléments ne sont pas précisés par le prescripteur, tels que les unités de mesure. La transcription des chiffres en lettres pour les médicaments des listes 1 n'a pas été réalisée. Nous avons également procédé à une transcription pharmacothérapeutique composant notre prescription. Nous avons donc un bêta-bloquant auquel est associé un diurétique, un inhibiteur de l'enzyme de conversion, un diurétique et enfin une statine. L'algorithme de validation de l'ordonnance réalisé par le professeur Jean Calope de l'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie de Grenoble, c'est un arbre décisionnel qui montre la démarche à suivre de la réception de l'ordonnance à sa délivrance. La recevabilité de l'ordonnance avec l'identification du prescripteur, ses noms, prénoms, titre reconnu par les pouvoirs publics, adresse, inscription à l'ordre des médecins. Le nom du patient, son âge, son sexe, avec éventuellement le poids. En haut à droite en général, le poids peut éventuellement être mentionné. La date de la prescription, qui peut être manuscrite ou apposée par cachet humide. Le cachet et la signature du prescripteur, qui figure en général en bas de page. La durée de la prescription est mentionnée par les termes QSP, quantité suffisante, pour 3 mois. Le patient est un assuré social qui se présente avec une carte Chifa. La lecture de la carte précise la mention MC, malade chronique. L'algorithme commence par l'identification du patient et son rapprochement avec la personne présentant l'ordonnance. S'agit-il d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'une personne âgée, d'un nouveau-né? Est-ce la personne que nous avons en face? Cette prescription est-elle prise pour la première fois? Ou s'agit-il d'un traitement de maladie chronique, MC, ou maladie de longue durée, MLD, selon la terminologie de la sécurité sociale? Dans le cas d'un traitement chronique, le patient prend-il régulièrement le traitement? Identifiez-le ou lesquels ne prend-il pas régulièrement? À la vue de ces éléments, nous devons apprécier la gravité de la non-observance et transmettre un avis ou une opinion pharmaceutique au médecin. Des modèles de ces opinions pharmaceutiques existent. Y a-t-il une surveillance clinique biologique? Des cartes de suivi, des chiffres tensionnels, de la glycémie
ou du bois peuvent être réalisés au niveau de l'officine. La surveillance de l'état des reins et du foie à travers les bilans rénaux et hépatiques. Vérifier la date des derniers bilans biologiques. Ils sont souvent annuels. Le malade ressent-il des effets indésirables pour ce traitement? Dans ce cas-là, les signaler au centre de pharmacovigilance. L'analyse du ou des dispositifs médicaux éventuels. Il peut s'agir de minerves, de ceintures lombaires, de taille et qualité multiples, hypoallergéniques, d'équipements d'orthèse qui peuvent nécessiter des mises en place et des essayages. Notre prescription n'en comporte pas. Cas de l'automesure tensionnelle, de la MAPA, mesure ambulatoire de la pression artérielle, le patient étant hypertendu, s'il pratique ou est amené à pratiquer l'automesure tensionnelle, il est bon de vérifier l'homologation ou la validation des tensiomètres utilisés en consultant par exemple le site de la Haute Autorité de Santé. L'analyse des spécialités sur la base du tableau ci-dessous. Dans la première colonne, nous avons la DCI. Le carvedilol possède plusieurs spécialités, dilatrène qui en est le princeps, les génériques, dilacard, coronate. Les dosages existants sont les 6,25 mg, le 12,5 mg, le 25 mg, conditionnés en boîte de 30 comprimés. Les dosages sont à chaque fois doublés. Le carvedilol possède une condition particulière de remboursement, CRP. Selon le journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la CRP du carvedilol est la suivante. Pour l'indication insuffisance cardiaque, le remboursement n'intervient que sur prescription initiale hospitalière d'un médecin spécialiste en cardiologie et en renouvellement de la prescription initiale sur prescription de tout médecin spécialiste en cardiologie. La prescription initiale doit donc être hospitalière et émaner du cardiologue. Son renouvellement peut être fait par un cardiologue d'autres secteurs publics ou privés. Le furosémide, qui est un médicament essentiel, existe aux doses de 20, 40 et 500 mg. Le furosan pour le 500 mg, c'est un diurétique de l'anse. Il est indiqué dans les œdèmes d'origine cardiaque, hépatique ou rénale et en cas d'hypertension artérielle. L'HTA est une maladie chronique fréquente. La prévalence augmente avec l'âge. Il sera administré en 2 prises quotidiennes de 1 demi-comprimé chacun, soit 20 mg par prise à 8 h et à 20 h. Il est bon de rappeler qu'en cas d'oubli, on ne devra pas doubler la seconde prise. Le ramipril comprimé existe en plusieurs dosages, à chaque fois doublé. 1,25 mg, 2,5 et 10 mg. Ils sont conditionnés en boîte de 28 ou 30 comprimés, sauf pour la gamme Saïdal conditionnée en 40 comprimés. Le ramipril existe également associé à un diurétique, l'hydrochlorothiazide. C'est un IEC, inhibiteur de l'enzyme de conversion, et il est indiqué dans l'insuffisance cardiaque symptomatique. On le prendra en règle générale à la posologie de 1 comprimé par jour, dans notre cas 10 mg à 8 h le matin. L'Adactone 75 mg comprimé, qui a pour DCI la spironolactone, c'est un diurétique épargneur potassium. Il est indiqué dans l'hyperaldostéronisme réactionnel à un traitement diurétique efficace, également indiqué dans l'hypertension artérielle essentielle et en cas d'œdème d'insuffisance cardiaque. La spironolactone, diurétique d'épargne potassique, figure dans la nomenclature nationale algérienne sous forme de comprimés pelliculés dosés à 50, 75 et 100 mg, ainsi que sous forme de comprimés sécables dosés à 75 mg. Cependant, seule cette dernière forme, bien que présentant des périodes fréquentes de rupture, était disponible, les autres dosages n'étant malheureusement pas accessibles par l'officine. Le Taor 20 mg, qui a pour DCI l'atorvastatine,
qui est un hypolipémiant, inhibiteur de l'HMG-CoA, réductase, ou également appelé statine. Il est indiqué dans l'hypercholestérolémie essentielle et en prévention de l'IDM chez le sujet, hypercholestérolémiant. Dans notre cas, on aura un comprimé à 20 heures, soit 20 mg. Nous passons à l'étape de l'analyse globale de la prescription. Cette étape nous permet d'identifier le but thérapeutique recherché et d'établir le tableau clinique. Il s'agit souvent d'atteindre un objectif tensionnel normalisé avec réduction de l'hypercholestérolémie essentielle et ou en prévention de l'infarctus du myocarde. L'atorvastatine associée permet donc une réduction de l'hypercholestérolémie et ou une prévention de l'infarctus du myocarde. Le Lasix, comme l'aldactone, renforce l'activité antihypertensive. Nous verrons plus loin les autres associations bénéfiques. L'apport du pharmacien dans ce volet est très largement repris dans le développement de la pratique pharmaceutique, recommandé par l'OMS, qui reprend les nouvelles missions de l'officinal dans son document de travail de 2006. On relève dans sa classification des activités de la pratique pharmaceutique la garantie d'une thérapie et des résultats appropriés. Le pharmacien aura un rôle à jouer pour garantir une pharmacothérapie appropriée. Les soins pharmaceutiques, dans leur définition, sont chargés de fournir le traitement médicamenteux dans le but d'obtenir des résultats précis qui améliorent ou maintiennent la qualité de vie du patient. La pharmacie clinique est une spécialité qui permet de comprendre la stratégie d'un traitement entrepris et permet de contribuer à l'optimisation thérapeutique. Quant au développement professionnel continu, c'est un apprentissage tout au long de la vie. Il répond aux exigences de l'évolution du rôle du pharmacien, qui doit s'impliquer de plus en plus dans les résultats du traitement qu'il dispense à ses malades. Poursuivons les associations bénéfiques. Un programme d'études cliniques mené dans l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique rapporte que le carvedilol, associé au traitement conventionnel comportant un IEC, un diurétique et éventuellement un digitalique, a entraîné par rapport au placebo, selon les résultats présentés après 6 mois de traitement, une réduction de la mortalité toute cause de 50% à 6 mois, ce qui correspond à 45 décès évités pour 1000 patients traités pendant 6 mois. Les associations d'antihypertenseurs recommandées par la Haute Autorité de Santé, dans le cadre d'une bithérapie, figurent dans ce tableau. Dans notre cas, ont été associés un bêta-bloquant, le carvedilol, avec un IEC, le ramipril. Cependant, cette association n'a pas été prévue dans ces recommandations. Dans le cadre des interactions médicamenteuses, notre attention est attirée par une association déconseillée, celle d'un IEC avec un diurétique épargneur de potassium, la spironolactone. Cependant, dans notre cas, la dose de spironolactone étant de 25 mg, elle est inférieure au seuil limite de cette association déconseillée de 50 mg jour. On attira donc l'attention du malade sur le fait de ne pas doubler la dose en cas d'oubli, car il y a un risque d'hyperkaliémie potentiellement létale, surtout lors d'une insuffisance rénale, par addition des effets hyperkaliémiants. Une précaution d'emploi à signaler, celle de l'association de 2 diurétiques. La base thériaque rapporte l'information suivante: l'association rationnelle, utile pour certains patients, n'exclut pas la survenue d'hypokaliémie ou, en particulier chez l'insuffisant rénal et le diabétique, d'hyperkaliémie. Il est donc recommandé de surveiller la kaliémie, les valeurs normales étant de 3,5 à 5 mmol par litre. L'hyperkaliémie est fréquente entre autres dans les insuffisances rénales. Si elle est supérieure à 6,5 mmol par litre, elle peut mettre en jeu le pronostic vital. L'association d'un IEC avec un diurétique hypokaliémiant, le furosémide, est également une précaution d'emploi
et doit attirer notre attention sur la possible perturbation de la natrémie. Autre interaction médicamenteuse, l'association Lasix plus Taor, qui présente un risque de crampe. Les patients sous statine sont exposés au risque de crampe avec de nombreux produits dont les diurétiques, les laxatifs et les corticoïdes. Quels conseils peut-on donner lors de la délivrance? Dilacard qui est à prendre à un demi-comprimé à 8 heures et à 20 heures au cours des repas. Ne jamais interrompre brutalement le traitement. Le risque de troubles du rythme, d'IDM ou de mort subite est augmenté. L'arrêt se fait en 1 ou 2 semaines. Le Lasix, on en prendra un demi-comprimé à 8 heures et à 20 heures au cours des repas. Ne pas doubler la dose en cas d'oubli. Et il est contre-indiqué en cas de liquase rénale. Le furosémide, qui est un diurétique de l'anse, expose aux hypokaliémies, facteur de troubles du rythme, dont les torsates de pointe. À cet effet, il faudra faire attention à l'association avec d'autres médicaments aggravant ce risque, parmi lesquels les neuroleptiques, les macrolides, les antifongiques, le sildenafil, etc. Triatec 10, un comprimé à 8 heures. L'effet antihypertenseur maximal d'un traitement continu de ramipril apparaît généralement au bout de 3-4 semaines. Il a été démontré que l'effet antihypertenseur persistait lors d'un traitement à long terme durant 2 années. L'interruption brutale du ramipril n'entraîne pas d'augmentation rapide et excessive avec un effet rebond de la pression artérielle. Nous revenons au problème de l'administration du tiers de comprimé d'aldactone, qui, je le rappelle, est bisécable. L'historique des traitements suivis par le patient sur la carte Shifa ne nous étant pas accessible, nous lui posons la question sur ses habitudes de prise des médicaments qui lui sont exposés. Celui-ci répond prendre ce traitement depuis plus de 2 années, ainsi que cette posologie. À la question de la technique utilisée pour fractionner le comprimé, il nous répond d'abord le diviser en 2, puis enlever approximativement le coin d'une moitié. Ceci rend les quantités administrées variables et approximatives. A noter que la dose maximale de spironolactone est de 600 mg par 24 heures chez l'adulte. Le médecin ayant été contacté, après les salutations confraternelles d'usage et notre question, il nous confirme la posologie et la technique. Nous avons attiré son attention sur le fait qu'en notre qualité de pharmacien, nous étions soucieux de garantir le résultat des thérapies engagées avec la meilleure observance, malgré un contexte difficile de rupture, et que cette technique présentait une variabilité de dose allant approximativement de 30 mg à 18,75 mg, ce qui correspond au quart de comprimé. Nous décidons de porter une attention particulière au suivi du patient, en espérant qu'il ne rejoigne pas le rang des perdus de vue. La torvastatine sera prise à raison de 1 comprimé le soir à 20 heures. Le patient devra présenter une copie de l'ordonnance à tout autre médecin qu'il sera amené à consulter, afin de le tenir informé des thérapies engagées, et ainsi éviter des interactions comme par exemple l'association à un antifongique azolé type fluconazole, kétoconazole, miconazole. Les statines associées aux inhibiteurs de la pompe à protons, comme l'oméprazole, souvent prescrit, exposent à des atteintes musculaires type rhabdomyolyse. La consommation de pamplemousse est déconseillée. Dans le cadre des conseils associés, l'hypertension de l'adulte est une maladie chronique, fréquente, la prévalence augmente avec l'âge. C'est un problème de santé publique. Elle représente environ 15% des consultations en médecine générale et 30% en cardiologie. L'automesure tensionnelle permet d'éviter l'effet de la blouse blanche. Nous allons la voir un peu plus en détail. En matière de bilan biologique, l'OMS recommande les paramètres suivants. Dosage du potassium,
la créatinémique, la clairance, FNS, glycémie, bilan lipidique à jeun, cholestérol total, LDL, HDL, triglycérides et acide urique. L'automesure tensionnelle, il faut la prendre avec le bras entièrement dénudé et ajuster le brassard à hauteur du cœur. L'avant-bras est relâché sur la table, le poing n'est pas fermé. Nous sommes en position assise et les jambes non croisées. Les recommandations de l'automesure sont la Haute Autorité de Santé et les sociétés européennes d'hypertension et de cardiologie. La pression artérielle est physiologiquement très variable. De nombreux paramètres influencent ces variations, il est bon de la rappeler. L'activité, le repos, le sommeil, le stress ou l'émotion, le froid, l'alcool, l'action des antihypertenseurs. L'automesure permet de s'assurer de la permanence de l'hypertension, d'éviter l'HTA lié à l'effet blouse blanche et d'évaluer les thérapies engagées. Comprendre les mesures. Nous aurons 2 séances de mesures par jour, le matin entre le lever et le petit déjeuner, avant la prise de l'hypertenseur, le soir entre le dîner et le coucher. La durée des séances ne devra pas excéder 3 à 5 jours par mois. Il faut déconseiller aux patients des mesures quotidiennes prolongées. On estime qu'un minimum de 12 mesures de pression artérielle permet d'avoir une idée précise du niveau tensionnel chez un patient. Il faudra noter les résultats pour les présenter au médecin. Si les résultats sont anormaux, on fera la moyenne de 3 mesures consécutives.